peu importe. Je viens d'un tout petit village, un petit patelin mosellan dans le nord-est de la France. C'est juste à la marche d'une grande forêt, les forêts noires qui vont très loin. C'est vraiment magnifique. Il y a des arbres, des étangs, des grenouilles. J'ai le sentiment un peu diffus d'être comme Yakari dans sa tribu. Dans ces forêts où je marchais, il y a même Goethe qui a écrit un truc, il y a une pancarte. Tout ce que je n'ai pas appris dans les livres, je l'ai appris en marchant dans ces forêts. Et ma seule particularité d'enfant, d'ailleurs, c'est que j'adore les livres. J'adore les livres, tous les livres. Et même lire le paquet de cornflakes, j'adore. Ma nounou yougoslave, qui était une des meilleures amies de ma mère, avait tendance à dire cet enfant, il n'y a pas de doudou, il a des livres. Et c'était ma personnalité. J'ai un sentiment complet d'appartenance avec tout et rien, avec le village, etc. Et dans ce petit quotidien, un jour, il y a un match de foot. Vous savez, c'est le genre de match de foot au printemps aujourd'hui. Il fait ni trop chaud, il fait bon. C'est un super match de foot. Je me rappelle plus s'il y avait un ballon ou si quelqu'un a gagné, mais c'était vraiment très agréable. Et là, à la fin de ce match de foot, il y a David Wolf qui dit si vous voulez, on va prendre le goûter chez moi. Et moi, j'ai deux passions, la littérature et les goûters. Alors, j'accepte. Et moi, je suis genre d'enfant, peut-être je suis resté un peu comme ça, à marcher juste un peu derrière, à fermer la marche. Je flâne toujours un peu quand je marche, moi. Alors, on avance tranquillement, c'est magnifique, c'est comme aujourd'hui. Et progressivement, on arrive vers la maison de David Wolf et les gens rentrent chez lui. Et d'un coup, c'est mon tour de rentrer chez David et il s'interpose et il me dit non, Zakaria, mon père il veut pas d'arabe chez moi. J'étais un peu sidéré, j'étais même pas en colère, je peux pas dire que j'avais un sentiment de colère. J'étais un peu sidéré, j'ai pas répondu. Alors je suis rentré chez moi, j'ai fait le chemin comme ça en me demandant où est-ce qu'il voulait en venir et je suis monté chez moi et au deuxième étage il y a un petit HLM très mignon et quelques petits HLM en face de la forêt. Et mon père, il était avec son activité préférée, il fumait clope sur clope en regardant la forêt. Et je lui dis, papa, et c'est quoi un arabe? Mon père, arrêtant à peine de fumer, me répond, les arabes, c'est la famille. Bon. J'ai eu que ça comme réponse, j'ai dû faire avec. Et les années passent. Les années passent assez tranquillement, j'ai pas mal de copains, de copaines, enfin j'ai des copaines, ça se passe bien. On est dans un bel endroit. Et bien sûr, j'aurais des fois à décoller des trucs un peu chelous, là, comme des autocollants comme ça. J'aimerais de temps en temps décoller des petits autocollants sur mon garage pour une Europe blanche, pour une France blanche. À part ça, ouais, ça va. Et sauf que ce mot arabe, je sais vraiment pas quoi en faire. Non, je sais pas quoi en faire. Être intelligent ou filou, ça, je repère bien. Être malin, gentil, bête, ça, je vois bien. Mais arabe, je sais pas. Arabe, c'est un peu ça, l'arabe. On voit des arabes à la télé au Club Dorothée, ils passent le balai. Les Africains comme moi, ils ont des trucs dans le nez et je comprends pas. Et je comprends vraiment pas. Le temps passe ainsi, avec cette question qui reste. Et à un moment, on change d'époque. 1995. Kurt Cobain a mis les gens comme moi à la mode. Les nazes, les pauvres, le grunge arrive. Et nous, on est en Moselle. Vous savez, la Moselle. Florange, Morange, les Nohant-Ange, les usines qui ferment. Toute la France va bien, sauf nous. On galère. Alors j'imagine un abribus. On est 3, 4, 5 dans l'abribus. Des fois on se dit, tiens, si on se fait du KDR, on l'a fait. Des fois on est tellement galériens, moi j'ai rencontré des galériens pleins, et on faisait un truc, les autres ils faisaient même pas. Des fois on grattait des allumettes pour s'étouffer au souffle. Un truc de malade.
Je répète un peu. Mais voilà, c'était notre abribus. C'était un petit peu, je sais pas s'il y a de l'espoir là-dedans, mais en tout cas, on y était. Et il y a un mec qu'on ne connaît pas vraiment, qui finalement commence à venir traîner un peu dans notre abribus. Et nous, comme d'habitude, on a une bière pour 4, il vient avec 2-3 culs, c'est des 3 quarts de bière. On l'accueille. Et le gars, au début, il n'est pas inintéressant. Hein. Il est là, il m'apprend des trucs sur l'oligarchie, le capitalisme, blablabla, blablabla. Ça éveille un peu ma conscience politique. Et, euh, sauf que le mec, eh ben, non-stop, il est là, blablabla, blablabla, le capitalisme, blablabla, blablabla, les juifs. Blablabla, blablabla, les juifs. T'inquiète. Blablabla, les juifs. Alors, moi, je vois pas trop ce qu'il raconte, j'en connais pas de juifs, j'en connais qu'un. À la télé, c'est Jean-Jacques Goldman. Plutôt, j'aime bien en plus. Et, voilà. Et c'est là que j'ai commencé ma petite carrière de graffeur de village de Moselle. Alors, au début, mon graphe, il est un peu connu, mais il est moche. Je me bats d'abribus en toilette et je grave ça. Ah ouais, faites pas les étonner, vous avez déjà vu un abribus. Hein. Et ouais, j'ai participé à ça. Et, et sans savoir pourquoi, sauf qu'il y en a une, elle a pas voulu que ça se passe comme ça du tout. C'est notre prof d'histoire, la mère Houlgate. Moi, je l'appelais quand la mère se lève, la houle se gâte. Et en fait, elle va avoir une décision un petit peu engagée, parce qu'en fait, moi je suis dans un lycée technique. Imaginez un lycée technique de Lorraine, les enfants de la mine. À 15 ans, la plupart font pleurer aux flics, soit parce qu'ils sont balèzes, soit parce qu'ils sont un peu fous. Et elle va nous montrer Nuit et brouillard, elle va nous montrer des reportages sur la Seconde Guerre mondiale, elle va nous montrer des tableaux. Et moi, je fais partie de cette moitié qui a pleuré. Sincèrement, j'ai pleuré. Encore maintenant, ça m'émeut. Et on va se diviser en deux. Il y a ceux qui vont devenir, ceux qui vont pleurer, qui vont devenir punk canard, comme vous en connaissez. Et les autres, ben, malheureusement, je pense qu'ils saluent encore un peu le drapeau. Et c'est un peu comme ça qu'est passé mon monstre à moi. Et je vais avoir honte et je vais essayer de me corriger. Alors, je vais finir par customiser mes petites graphes. Voilà, je passe partout, c'est un peu ma rédemption, je fais ça. Et puis je continue encore un petit peu ma carrière de graffeur, mais en faisant des trucs un peu plus marrants. Ouais, ça passe mieux en société. Et voilà, c'est un peu comme ça que le monstre en moi, il a commencé à être contrôlé, dirons-nous. Et je suis toujours un peu dans mon village où il y a ce racisme populaire, on va dire. Le genre de personnes qui vous disent ouais, Zach, moi j'aime pas les Arabes, à part toi. Et sinon, les Arabes, gna gna. Mais à propos, quand est-ce qu'on vient manger le couscous à la maison? C'est un peu l'ambiance dans mon village, c'est un petit racisme populaire, un petit peu comme ça. Et là, il va falloir, j'ai eu mon bac, il va falloir que j'aille faire des études. Je sais pas trop pourquoi je me retrouve en médecine. Mon frère a fait médecine, je m'y retrouve. Et là, j'aime bien tout, j'aime la physiologie, j'aime tout. Et il va y avoir des nouveaux cours qui s'appellent des cours d'histoire de la médecine. Bah, c'est plutôt sympa, on a 8 heures par semaine. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai un petit sentiment de... Je suis un peu dérangé en fait. On fait 8 heures de cours de médecine, de l'histoire de la médecine par semaine, et de toute l'année, j'ai dû avoir 1 heure sur la médecine arabe. En gros, l'Antiquité, le forceps, le Moyen-Âge, rien. Et tout d'un coup, les Occidentaux arrivent, la médecine. Ils ont tout inventé. Pas 1 heure sur la médecine hindouiste, pas 1 heure sur la médecine bouddhiste, rien. Et je vous ai dit que j'aimais les livres et ça m'interroge. Vous voyez, moi, je suis un peu dérangé. J'ai lu 1984. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu 1984, j'adore ce livre.
Je kiffe ce livre. Je le kiffe à tel point qu'il m'a fait peur. Comme un bon film d'horreur. J'avais peur de me retrouver dans une fausse révolution. Ou, enfin, disons que, voilà. Et de ce livre, il y a un terme qu'emploie George Orwell. Celui qui a le contrôle du passé contrôle le futur. Celui qui a le contrôle du présent contrôle le passé. Et c'est exactement ce que mes profs sont en train de faire. Ils réinventent l'histoire pour s'approprier une forme de pouvoir. Et c'est là que je découvre le racisme institutionnel. Et croyez-moi, il est sacrément plus dégueulasse que le racisme populaire. C'est beaucoup plus dur à encaisser, c'est beaucoup plus pernicieux. Et moi qui vais sur mes 50 ans, des fois, il me casse encore bien les pieds. Et c'est très dérangeant, en fait, qu'on nous efface comme ça. Moi, j'ai voyagé et je me suis retrouvé des fois au fin fond du Sahara. C'est magnifique. En plein milieu de l'Algérie, une voie lactée tellement grande que vous pouvez lire un livre, même un jour où il n'y a pas de lune. Et là, il y a une bibliothèque, dans une belle oasis. Et je rentre dans cette bibliothèque et je me balade. Et je vois tous les livres sur la philosophie, la poésie, la psychologie occidentale. Et moi, déjà, je fais mon blasé. J'ai pas tout lu, mais j'ai des notions de tout. Je passe là-dedans et je me dis, ouais, ok. Et d'un coup, je vois un autre rayon, la même longueur, philosophie, psychologie et poésie, perse et arabe. Et je connais rien. Je connais vaguement un poème que mon père m'a appris, et Avicenne, parce qu'il est un peu connu. Et c'est très compliqué, en fait, de réaliser que je ne sais rien d'une grande partie de moi. Et ça me dérange profondément. Je suis né en 76. 76, c'est à peine 45 ans après l'expo coloniale de 1931. Un zoo humain à la gloire de l'Empire. L'Indo-Chinois est un travailleur docile, un porteur de sac dévoué, mais un individu... Excusez-moi, il y a un peu d'écho, je vais recommencer, excusez-moi. L'Indo-Chinois est un travailleur docile, un porteur de sac dévoué, mais un individu où il faut toujours vérifier la qualité du travail. L'Arabe est un personnage toujours ambigu. Certes, il fait preuve de courage quand il faut se battre, mais c'est un paresseux incorrigible et qui plus est, il est fourbe. Et ça reste... C'est pas une sorte de mythe. On a ça en nous, on a ce genre d'héritage de pensée réductrice, à tel point que même à un moment, mon surnom, moi, ça sera Zach le Fourbe. Et que moi-même, et je tiens pas du tout à être manichéen, souvent j'ai dû essayer de réfléchir sur moi-même pour ne pas être héritier de ça. Et c'est pas que j'aime pas la culture française. J'adore Prévert, j'adore les bières, j'adore plein de trucs en France. Mais le problème, c'est l'acculturation. L'acculturation, c'est l'adoption progressive par un groupe d'humains de la culture et des valeurs d'un autre groupe d'humains qui se retrouve relativement en lui en position dominante. Et voilà, je suis dominé. Et je dois l'accepter. Je suis dominé. Me battre et maîtriser les mots, le français, je peux y arriver. Et je peux réussir même à ressortir de ma condition, à ressembler à ce que certains appellent un transfuge. Des fois, j'y ressemble. Mais ce qui m'embête, c'est qu'on m'a coupé d'une partie de moi que je ne peux pas partager. Je ne peux pas vous enrichir à la hauteur de ce qu'est la civilisation de mes parents. Ça m'a été enlevé. Et une autre de mes peines, c'est qu'en fait, mes potes, ils comprennent absolument rien, ils comprennent vraiment rien de ce que je vis. En général, j'ai droit aux petites blagues quand il y a un truc qui disparaît. Par exemple, vous êtes en vacances, le portefeuille de quelqu'un disparaît, on fait une petite blague. « Oh Zach, sors ton sac !» Bon, au bout d'un moment, la blague... Et puis, bizarrement, j'ai mes potes, ils sont pas racistes. Et ils savent pas qu'il y a des racistes qui existent. Parce qu'on est toujours entre potes pas racistes. Et c'est difficile en fait, parce que ça me fait une solitude parmi mes potes. Et parce que, voilà, ne pas être compris, c'est ne pas être réparé.
Bon, je vais encore faire d'autres voyages et de Nancy à Creusval, d'où je viens, je vais atterrir à Grenoble, 2007. Et là, je fais la rencontre des féministes, des gens de d'époque qui sont féministes. Alors, je vous rassure tout de suite, à l'époque, c'est pas du tout à la mode. Le féminisme, c'est pas à la mode. Mais elles ont une petite colère dans l'œil que je reconnais aussi être un peu mienne, et j'ai envie de comprendre. Ah bah, je vous dis, on va prendre cher, hein. Parce que moi, je suis né au XXe siècle. On m'a élevé pour être un macho. Mon père voulait que je sois un macho, la télé voulait que je sois un macho, même ma mère voulait que je sois un macho. Réalisez que dans les années 80-90, le film cool, le film qui fait référence, c'est Les Valseuses. C'est horrible. Je vous en parle pas, c'est que des VSS et, et vous avez Depardieu qui est là et qui dit on n'est pas bien là. Ben non, on n'est pas bien, ça va pas. Et je m'intéresse et au bout d'un moment, je finis par comprendre que bon, il y a des réalités tout aussi difficiles qui sont pas mes réalités. Et progressivement, elles vont me faire un cadeau. Ou plutôt, l'une d'entre elles va me faire un cadeau. C'est un livre. C'est Les féministes et le garçon arabe. C'est sorti en 2003, vous le trouvez en PDF gratuitement. Et en fait, elles comprennent, les féministes, elles comprennent exactement ce que je leur raconte dans les mécanismes de domination. Elles comprennent exactement comment ça fonctionne, elles comprennent que ma réalité est réelle. Et moi, je finis aussi par comprendre je ne vais pas dire comprendre la leur, mais en tout cas, il y a être sensible. Et c'est là que j'apprends, parce que moi, j'avais bien géré le no passaran. No passaran, c'est un truc, à 15 ans, moi, no passaran. Mais là, je vais comprendre un truc. Et c'est le plus beau cadeau que j'ai eu, en plus du livre, c'est que leur lutte est ma lutte. Ma lutte et leur lutte. C'est impossible de dissocier tous ces travers de la domination. Et c'est vraiment une convergence des luttes et qui peut nous amener à être tous plus heureux. Tous plus heureux, tout simplement. Voilà, j'arrive un peu à la fin de mon propos. Et je voudrais vous parler un peu de poésie. La poésie a beaucoup compté dans ma vie, énormément. Et je vais vous donner une poésie qui est pour moi très actuelle. Elle est attribuée à René Char, mais on est presque sûr qu'elle n'est pas de lui, qu'il l'a entendue au café ou un truc comme ça. Et elle dit: quand on attaque les preuves, le poète répond par une salve de poésie. Et c'est ce qui se passe en ce moment. On attaque plein de preuves. On attaque les preuves qu'on a toujours su vivre ensemble. On attaque les preuves qu'on se comprend et qu'on peut aller loin. On attaque même la preuve que nos rêves sont possibles, que vivre ensemble dans un autre monde est possible. Donc voilà, si vous avez le cœur un peu poète, eh ben répondez-leur par des salves de poésie. Voilà, c'est la fin de mon propos. Je voudrais juste dire un dernier mot. J'ai beaucoup appris de mon père. Il m'a dit un jour, avant de me quitter, à la fin des fins, ton père, ta mère, c'est la terre. Et j'ai appris un autre truc de ma mère, mais sans parole. Et toute source de bonnes choses vient de la tendresse. Et voilà, je voulais dire un mot avec ma mère qui m'a appris que toute source de bonnes choses vient de la tendresse. Merci. Alors, encore 2-3 petites infos. Il y a encore le relou qui va vous embêter pour 2-3 secondes. Merci à Zachary. Je rappelle qu'il y a un chapeau